Je m'appelle Isabelle Dubois. J'ai 42 ans et la semaine dernière, ma propre sœur a tenté de me réduire à néant au beau milieu du hall bondé d'une agence bancaire. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de 100 €. Un simple retrait. Quelque chose que j'avais fait 1 millier de fois auparavant. Mais au moment où elle m'a vu m'approcher du guichet, tout a basculé. Son regard s'est durci, un sourire méprisant s'est dessiné sur ses lèvres, et elle a décidé qu'humilier sa sœur rendrait sa matinée plus divertissante. Elle n'a pas baissé la voix. Elle n'a pas hésité. Elle voulait que tout le monde dans un rayon de 3 mètres entende exactement à quel point elle me trouvait pathétique. Et pendant quelques secondes, je suis restée là, figée, ressentant cette piqûre familière que je portais depuis l'enfance, celle qui venait toujours de sa direction. Je me suis dit de respirer, de rester calme, de partir avant de lui donner la satisfaction de réagir. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis retournée, j'ai reculé dans le hall d'accueil et je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de choisir le pire moment de sa vie pour me tester. Car alors qu'elle croyait rabaisser une sœur ayant à peine assez sur son compte pour retirer 100 €, elle n'avait absolument aucune idée de qui elle avait réellement en face d'elle, ni de ce que j'avais le pouvoir de déplacer d'une simple requête. 2 minutes plus tard, lorsque j'ai formulé cette demande, la banque entière est tombée dans un silence de mort. Avant de vous dire ce qu'elle a dit et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous cette histoire? Je suis curieuse de voir jusqu'où ce récit va voyager. Il y a une raison pour laquelle ce moment à la banque m'a blessé plus profondément qu'il n'aurait dû, et cela remonte à bien plus loin que l'âge adulte. J'ai appris très tôt ce que signifiait être la fille qui se fondait dans les coins de sa propre famille. Ce n'était pas intentionnel au début. C'était simplement la façon dont les habitudes se formaient sans jamais relâcher leur emprise. Mon père, Pierre Dubois, a toujours été attiré par l'assurance, la rapidité et les victoires éclatantes, des traits qu'il admirait le plus chez les gens et qu'il ne voyait malheureusement que chez mes sœurs. Ma mère, Martine Dubois, aimait l'apparence de l'harmonie plus que la vérité qu'elle était censée représenter. Elle amplifiait donc tout ce qui donnait à la famille une image lisse de l'extérieur. J'ai ressenti le poids de tout cela bien avant de comprendre des mots comme hiérarchie ou favoritisme. Un anniversaire ressort plus nettement que les autres. J'avais travaillé pendant des jours sur un album photo fait main, remplissant chaque page de petits dessins et de fragments de moments qui, je le pensais, comptaient pour nous. Je croyais que ce serait suffisant, un geste honnête d'une enfant calme essayant d'être vue. Mais quand je l'ai posé sur la table, l'attention s'est immédiatement portée sur ce que ma sœur aînée, Valérie Dubois, avait offert, quelque chose d'acheté en magasin, brillant et coûteux. Elle ne l'a même pas présenté avec intention. Elle a simplement laissé l'étiquette de prix parler pour elle. Mon autre sœur, Chloé Dubois, a suivi avec un ensemble de cadeaux coordonnés. Elle a dit qu'elle l'avait assemblé elle-même, bien que tout le monde sût qu'elle avait utilisé l'argent que nos parents lui avaient glissé plus tôt dans la semaine. La pièce s'est réchauffée d'admiration pour elle, et j'ai regardé mon album rester intouché à côté d'un verre à moitié vide. Des moments comme celui-là ne venaient pas avec des explosions. Ils arrivaient tranquillement, s'accumulant en une certitude constante. L'effort ne comptait pas à moins qu'il ne brille. J'ai porté cette vérité à chaque dîner, chaque fête de Noël, chaque bulletin scolaire. Valérie était louée pour son ambition. Chloé était adorée pour son charme. J'ai appris à occuper l'espace silencieux entre elles. Jamais assez pour justifier une critique. Jamais assez pour mériter de vrais applaudissements. La seule personne qui remettait en question ce schéma était mon grand-père, Henri. Il avait une façon de remarquer les petits détails que la plupart des gens ignoraient. Il prêtait attention à la façon dont j'organisais les choses, dont j'analysais les motifs sans m'en rendre compte, dont je restais calme dans des situations qui rendaient les autres frénétiques. Quand il a vieilli, il m'a invité à l'aider à examiner les livres de compte de la maison, les quittances de loyer et les vieilles notes financières qu'il gardait empilées dans des boîtes à chaussures étiquetées. Il ne présentait pas cela comme une formation, mais c'est devenu la fondation de tout ce que je ferai plus tard dans ma vie. Avant de décéder, il m'a donné une simple boîte en bois avec une brève note pliée à l'intérieur. L'écriture tremblait, mais le message non. Il me demandait d'y garder ce qui comptait en sécurité. C'était sa façon de me dire que la valeur n'était pas toujours censée être évidente.
Je ne savais pas à quel point ce simple geste manquerait, surtout quand les personnes qui auraient dû se soucier le plus de moi semblaient déterminées à regarder à travers moi. Après son départ, je suis restée la seule à vérifier les chiffres qu'il avait laissés derrière lui. Mes parents supposaient que Chloé aidait avec les comptes du ménage une fois devenue plus âgée, principalement parce qu'elle leur disait qu'elle le faisait, et ils la croyaient instantanément. Elle aimait jouer le rôle de la fille responsable, celle avec une aisance naturelle, celle qui pouvait effacer chaque défaut d'un sourire. Mais les livres de comptes se moquaient des apparences. Et même à l'époque, j'ai commencé à remarquer des virements qui ne correspondaient à aucune obligation. Petit au début, presque négligeable, le genre d'écart que l'on pourrait balayer si l'on voulait éviter de gâcher l'ambiance. Personne d'autre ne l'a remarqué, et personne n'a posé de questions. Le silence leur facilitait les choses. Alors, j'ai gardé ces découvertes pour moi, stockant chaque détail comme un fil sur lequel je n'étais pas encore prête à tirer. Je ne comprenais pas ce que cela deviendrait ni jusqu'où cela s'étendrait, seulement que quelque chose n'allait pas. Et bien avant le jour où je suis entrée dans cette banque, la part de moi que mon grand-père avait façonnée avait déjà appris à faire confiance aux signaux silencieux cachés sous la surface. Grandir ne m'a pas accordé de distance par rapport aux schémas avec lesquels j'avais grandi. Mais cela m'a donné la clarté pour aller dans une autre direction. Quand j'ai quitté la maison, je ne suis pas partie avec un plan. J'avais seulement une détermination tranquille à vivre une vie façonnée par autre chose que la comparaison. Mon premier appartement, un studio en banlieue, était à peine assez grand pour contenir un lit et un bureau. Pourtant, il ressemblait au premier espace où je n'avais pas à me faire toute petite pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Cette petite liberté comptait plus que la taille du lieu. Le travail est devenu la structure qui m'a ancrée. J'ai commencé comme analyste débutante dans une modeste entreprise de technologie financière, la FinTech, le genre de rôle qui exigeait de la patience et de longues heures. Je ne me souciais pas de la répétition, des tableurs, des outils de modélisation, de la lente accumulation de données. Ils avaient un sens que les gens avaient rarement. J'ai appris à identifier les incohérences plus vite que la plupart. J'ai appris à prédire les changements avant même que les stagiaires ne finissent les tests initiaux. Pour la première fois, la compétence comptait plus que la présentation, et cela m'a donné un sentiment de stabilité qu'on ne m'avait jamais offert à la maison. Mes superviseurs remarquaient ma constance, mais ils ne comprenaient jamais la partie plus profonde de celle-ci. L'instinct d'examiner chaque détail de la même manière que mon grand-père me l'avait enseigné autrefois. Cet instinct guidait chaque projet que je touchais. La précision me donnait confiance, et la confiance me donnait la maîtrise du travail que je produisais. Ce n'était pas l'ambition qui me nourrissait. C'était le soulagement. J'avais enfin un espace où je ne luttais pas pour être visible. Quelques années après le début de ce travail, j'ai rencontré Lucas Moreau, un consultant externe que l'entreprise avait fait venir pour restructurer l'un de nos outils prédictifs. Il était vif, posé et indifférent à la politique de bureau, ce qui le distinguait immédiatement de presque tout le monde dans le bâtiment. Il a reconnu mon approche de la résolution de problèmes en quelques minutes. Au lieu de me demander de me justifier, il m'a demandé quel modèle je pensais que l'équipe manquait. C'était la première fois que quelqu'un traitait ma perspective comme un atout au lieu d'une arrière-pensée silencieuse. Notre collaboration a commencé par des nuits tardives à affiner un modèle avec lequel l'entreprise luttait depuis des mois. Lucas abordait les données avec une combinaison inhabituelle de logique et de patience, et nos compétences s'alignaient naturellement. Travailler avec lui n'a jamais ressemblé à une compétition. C'était comme deux courants réguliers se déplaçant dans la même direction. Lorsque le projet révisé a produit des résultats bien au-delà des projections, la direction a félicité le département dans son ensemble. Aucun de nous ne s'en souciait. La reconnaissance n'était pas la force motrice derrière tout ça. Finalement, Lucas a proposé quelque chose qu'aucun de nous n'avait dit à voix haute auparavant. Construire un système à nous, pas un produit pour une grande société, mais un cadre que nous pourrions façonner à partir de zéro sans interférence ni raccourci. L'idée n'était pas glamour. C'était méthodique, lent et exigeant. Bâti sur une architecture propre et une stabilité à long terme. Nous y avons versé tout ce que nous comprenions sur le comportement financier. Les tendances, la volatilité, les signaux subtils enfouis dans les ensembles de données que la plupart des firmes ignoraient. Pièce par pièce, ce système a évolué en un moteur d'investissement privé.
Sa force n'était pas la vitesse ou le risque. C'était la précision. Plus il apprenait, plus il devenait précis. Nous réinvestissions chaque gain, laissant la structure s'étendre à son propre rythme. Lucas gérait l'infrastructure juridique tandis que je me concentrais sur le raffinement. Aucun de nous ne divulguait la propriété, et nous gardions toute l'opération discrète. La confidentialité nous donnait l'espace pour prendre des décisions selon nos propres termes. Les années ont passé, et le fonds a grandi bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé quand nous avons commencé. Je ne mesurais pas son succès par le chiffre qui y était attaché. Je le mesurais par l'indépendance qu'il me permettait. Personne ne pouvait me traiter comme insignifiante s'il ne connaissait jamais l'ampleur de ce que je contrôlais. Le silence est devenu un bouclier protecteur, un bouclier que je tenais fermement, même si la vie que je construisais s'éloignait de plus en plus de la famille qui m'avait autrefois définie. Je ne voyais pas cela comme une vengeance ou une rébellion. C'était simplement la construction régulière d'une vie façonnée par mon propre jugement, et non par les suppositions de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, j'ai compris que construire quelque chose tranquillement pouvait être bien plus puissant que de concourir bruyamment pour une validation qui ne m'était jamais destinée. Le basculement vers tout ce qui a suivi a commencé par quelque chose de petit et d'ordinaire. C'était un jeudi matin quand Madame Leroux, ma voisine âgée, m'a appelé pour demander si je connaissais quelqu'un qui pourrait l'aider avec un radiateur en panne. Sa voix portait l'attention de quelqu'un essayant de ne pas paraître inquiet, mais il était impossible de cacher l'inconfort qu'elle ressentait à vivre seule dans un appartement froid. Le service de réparation qu'elle avait contacté insistait pour un acompte en espèces avant d'envoyer quelqu'un. Leur demande n'était pas déraisonnable, pourtant c'était plus qu'elle ne pouvait gérer ce jour-là. Je lui ai dit que je m'en occuperais. Ce n'était pas une faveur qui nécessitait réflexion. C'était simplement ce qu'on fait pour quelqu'un qui vous a traité avec une véritable gentillesse. J'ai attrapé mon sac et j'ai quitté l'appartement, ne m'attendant à rien de plus qu'une course rapide avant de retourner au travail. La banque n'était qu'à un court trajet en voiture, et je suis entré à l'intérieur avec la simple hypothèse que la transaction prendrait 1 minute ou 2. Mon esprit était déjà sur le reste de la journée. Les délais qui m'attendaient, les messages auxquels je devais répondre, le modèle que je prévoyais de réviser plus tard dans la soirée. Tout était pratique, mesuré, routinier. Mais au moment où je suis entré dans ce hall, j'ai vu Valérie Dubois à travers la pièce, sa posture rigide avec l'importance personnelle qu'elle avait cultivée pendant des années. Elle se tenait près du poste de direction, scannant la pièce comme si elle lui appartenait. Elle ne m'a pas vu au début, ce qui m'a donné une seconde pour me stabiliser. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais la distance n'avait rien adouci entre nous. Au contraire, cela avait rendu sa confiance en sa propre autorité encore plus tranchante. Quand elle m'a finalement repéré, l'expression sur son visage a changé avec une vitesse qui révélait plus de vérité qu'elle ne le voulait. Ce n'était pas de la surprise, c'était de l'irritation, suivie rapidement par le jugement familier qu'elle ne prenait jamais la peine de dissimuler. Je me suis dirigé vers la ligne des guichets, me concentrant sur la tâche à accomplir, mais elle a traversé le sol d'un pas délibéré, arrivant à mes côtés avant que je puisse parler. Il n'y a pas eu de salutation. Elle est passée directement à mon évaluation comme si j'étais un désagrément qu'elle devait catégoriser. Je voulais seulement 100 €. Ce n'était pas une demande compliquée, et je l'ai formulée clairement, mais Valérie a réagi comme si j'avais demandé quelque chose d'extravagant. Son expression s'est tendue, et sa voix portait une certaine acuité théâtrale, choisie spécifiquement pour le public se tenant à proximité. Elle ne m'adressait pas tant ces mots à moi qu'à la salle, invitant des étrangers à être témoins du contraste qu'elle croyait exister entre sa position soignée et la sœur qu'elle n'avait jamais prise au sérieux. La blessure ne venait pas de l'argent. Elle venait de la façon dont elle cadrait le moment, comme si ma seule présence perturbait l'ordre qu'elle travaillait si dur à projeter. J'ai senti les regards autour de nous se déplacer, non pas avec malveillance, mais avec la curiosité passive de gens qui n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils mettaient les pieds. Valérie prospérait dans ces moments-là, ceux où elle pouvait affirmer son avantage sans rien dire d'explicitement cruel. Son talent n'a jamais été dans la confrontation directe. Il était dans l'art de faire ressembler l'humiliation à un détail administratif. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai même pas laissé la frustration faire surface. Au lieu de cela,
Je me suis écartée, la laissant croire qu'elle avait rétabli la hiérarchie qu'elle imaginait exister entre nous. Elle est retournée à son poste avec une posture satisfaite, convaincue que l'incident était clos. Pour elle, c'était probablement le cas. Je me suis assise sur l'une des chaises d'attente, non par défaite, mais parce que j'avais besoin d'espace pour penser. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sans me soucier de savoir si quelqu'un le remarquait. L'interface familière du système que Lucas et moi avions construit est apparue à chaque frappe, stable et contrôlée. La voir me rappelait la vie que j'avais construite bien au-delà des limites de moments comme celui-ci. Alors que Valérie mesurait le pouvoir en titre et en posture, le mien vivait dans la structure que je portais avec moi, invisible pour quiconque choisissait de ne pas regarder plus profondément. Rien de dramatique ne s'est produit à cet instant. Pas de révélation soudaine, pas de conflit s'intensifiant à la vue du public. C'était juste une reconnaissance tranquille que l'équilibre entre nous n'avait jamais été ce qu'elle croyait. Et alors que j'étudiais les données étalées sur mon écran, le bruit du hall s'est estompé jusqu'à devenir rien de plus qu'une texture de fond, sans importance et facilement filtrée. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé avec une sorte de précision qui n'avait pas besoin d'urgence pour sembler décisive. Je suis restée assise un instant de plus, laissant l'écran se stabiliser devant moi, absorbant les chiffres qui étaient devenus si familiers qu'ils ressemblaient presque à des rythmes cardiaques. Le système était stable, régulier et entièrement sous mon contrôle. Je n'avais pas à faire de gestes dramatiques. J'avais seulement besoin d'initier une action de routine qui portait bien plus de poids que quiconque dans ce hall ne pouvait l'imaginer. Je me suis connectée au panneau administratif du fonds, vérifiant les rapports les plus récents et confirmant le solde des comptes. Le chiffre affiché n'était pas quelque chose sur lequel je m'attardais. C'était simplement le résultat de la diligence, des années passées à affiner des stratégies qui récompensaient la patience plutôt que le spectacle. Lucas et moi l'avions construit pour fonctionner tranquillement, et c'est ce qu'il faisait. Pourtant, ce jour-là, sa force tranquille servait à un objectif différent. J'ai initié une demande de retrait standard, le genre habituellement fait entre partenaires institutionnels, pas entre individus. Le système a automatiquement généré l'avis qui serait envoyé au bureau régional de la société mère de la banque. Rien dans le processus n'était dramatique. C'était procédural. Le genre d'action qui passait ordinairement par les canaux sans attirer l'attention, mais le montant attaché à la demande, 3,8 milliards d'euros, ne passait pas inaperçu. J'ai vu le premier signe de perturbation dans la réponse immédiate. Le système a signalé l'institution réceptrice pour vérification, non pas à cause d'une erreur, mais parce que la taille nécessitait une autorisation au niveau exécutif. Quelques secondes plus tard, l'atmosphère du hall a changé. Les employés jetaient des coups d'œil vers leur moniteur avec des expressions qui ne correspondaient pas au flux de travail normal. 2 guichetiers ont échangé des regards inquiets. Un message a surgi sur l'écran d'un superviseur, l'incitant à s'éloigner de son bureau. Valérie, de l'autre côté de la pièce, a remarqué le changement avant de le comprendre. Sa posture a changé alors qu'elle essayait d'évaluer la situation. Une tension familière se formant dans ses épaules. Pour une femme qui prospérait grâce au contrôle, l'incertitude était quelque chose qu'elle ne pouvait jamais masquer. Elle s'est dirigée vers l'employé le plus proche, posant une question basse et insistante. J'ai regardé ses yeux se plisser alors que la réponse l'atteignait, non pas dans les détails, mais dans l'implication. En quelques minutes, un homme en costume sur mesure est entré dans le hall, portant l'énergie de quelqu'un dont la matinée avait été brusquement détournée. Il a scanné la pièce avec une efficacité délibérée jusqu'à ce que son regard s'arrête sur moi. Puis il s'est approché avec un calme mesuré qui contrastait fortement avec le malaise croissant autour de lui. Il a tendu la main et s'est présenté comme Monsieur Faure, le directeur régional supervisant les opérations de la banque. C'était la première fois que je le rencontrais, pourtant le respect dans son ton était indéniable. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là ni remis en question la légitimité de la transaction. Il a seulement demandé si je préférais parler en privé. Son professionnalisme n'était pas un jeu d'acteur. Il portait le poids de quelqu'un qui reconnaissait l'importance de la demande que j'avais soumise. La réaction de Valérie, en revanche, s'est déroulée lentement et douloureusement. Elle regardait de Monsieur Faure à moi, sa confusion s'approfondissant avec chaque détail. Elle n'arrivait pas à faire le lien.
La hiérarchie qu'elle comprenait venait de changer soudainement, et elle luttait pour se placer au sein de la nouvelle structure. Son autorité, qui semblait si sûre seulement une heure plus tôt, ne l'ancrait plus. Monsieur Faure a demandé si j'avais besoin d'autre chose avant qu'il ne s'éloigne pour coordonner le transfert. Je lui ai dit non, gardant ma voix égale. Je n'avais pas besoin de l'élever ou d'insister sur quoi que ce soit. La transaction parlait d'elle-même. Il a hoché la tête une fois, reconnaissant cette clarté, puis a quitté le hall pour notifier le siège social. Le silence a rempli l'espace qu'il a laissé derrière lui. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais il sentait le déséquilibre. Valérie restait immobile, prise dans un conflit interne qu'elle ne pouvait pas résoudre assez vite. Je n'ai offert ni explication ni réconfort. J'ai simplement fermé mon ordinateur portable, l'ai placé dans mon sac et me suis levée. Rien de ce que j'avais fait n'était impulsif ou émotionnel. C'était une décision administrative exécutée par les canaux construits à cet effet. Mais dans cette pièce, entourée de gens qui mesuraient l'influence par le titre ou l'uniforme, l'impact a remodelé tout ce qu'ils croyaient sur le pouvoir et la proximité. Et sans une seule confrontation, la dynamique qui définissait autrefois ma place dans cette famille a commencé à se fracturer en silence. La transition de la perturbation à la conséquence s'est faite avec une régularité qui ne laissait aucune place à une mauvaise interprétation. Après que Monsieur Faure soit sorti, le hall s'est installé dans un calme tendu. Aucune annonce n'a été faite, pourtant tout le monde sentait que quelque chose d'important avait changé sous la surface. Je suis restée debout, laissant le poids du moment s'installer exactement là où il devait être. Il n'y avait rien de plus que je devais faire. Quelques minutes plus tard, Monsieur Faure est revenu et m'a fait signe de le suivre. Il m'a conduite vers le bureau aux parois de verre qui appartenait à Valérie Dubois, sa porte encore légèrement entrebâillée suite à ses mouvements précipités plus tôt. L'expression sur son visage s'était durcie en quelque chose de fragile, mi-incrédulité, mi-effroi, maintenu ensemble uniquement par l'image qu'elle avait mis des années à fabriquer. Elle s'est écartée alors que nous entrions, bien que son hésitation révélât à quel point elle avait peu de contrôle sur son propre espace. Monsieur Faure a fermé la porte derrière nous et a pris position près du bureau. Il portait un dossier contenant la documentation imprimée de la demande de transfert ainsi que les journaux système confirmant l'origine et l'échelle de la transaction. Il ne les a pas présentés avec théâtralité. Il les a simplement placés sur le bureau comme s'il traitait n'importe quelle autre affaire nécessitant sa supervision. Ce calme rendait la situation encore plus claire. L'attention de la banque s'était entièrement déplacée de l'autorité de Valérie vers la personne qu'elle avait écartée sans une seconde pensée. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau, maintenant le même calme que j'avais porté à travers le hall. Monsieur Faure est resté debout, sa posture respectueuse mais ferme. Il a expliqué en termes concis que la demande que j'avais soumise activait le plus haut niveau de revue interne. Son ton n'a pas vacillé lorsqu'il a ajouté que le système avait signalé l'agence pour risque procédural en raison d'une conduite antérieure. Il n'a pas précisé la conduite de qui, il n'en avait pas besoin. Valérie a essayé de parler, mais sa voix ne coopérait pas. La confiance sur laquelle elle s'appuyait depuis si longtemps se heurtait à des circonstances qu'elle ne pouvait pas naviguer. Elle regardait de Monsieur Faure au dossier, puis à moi, cherchant un point de stabilité. Aucun n'apparaissait. Sa compréhension de la hiérarchie ne pouvait être réconciliée avec la réalité se formant autour d'elle. Monsieur Faure a continué à exposer les étapes requises pour la conformité. Il a expliqué que la société mère exigeait une évaluation interne immédiate commençant au niveau managérial. Son langage restait professionnel, mais l'implication était indubitable. Valérie se tenait au centre de l'enquête. Elle écoutait, respirant à peine alors que chaque détail tombait avec un poids croissant. Je n'ai pas interrompu. Je n'en avais pas besoin. Ma présence seule contredisait chaque supposition qu'elle avait portée dans notre interaction précédente. L'autorité qu'elle croyait posséder se dissolvait sous un examen qu'elle ne s'attendait jamais à affronter. Quand Monsieur Faure a fini, il a demandé si j'avais d'autres préoccupations nécessitant une documentation. Sa question n'était pas rhétorique. C'était une reconnaissance de la position que je tenais au sein de la structure qu'il représentait. J'ai seulement déclaré que j'attendais exactitude et responsabilité. Il n'y avait aucune accusation dans ma voix, seulement une clarté constante.
Monsieur Faure a hoché la tête, reconnaissant la limite comme étant à la fois raisonnable et contraignante. Il s'est ensuite tourné vers Valérie, l'informant qu'elle serait placée en mise à pied conservatoire immédiate en attendant le résultat de l'examen. Les mots sont tombés avec une finalité tranquille qui ne laissait aucun espace pour la négociation. Sa réaction s'est déroulée par étapes visibles et lentes. Le choc est arrivé d'abord, crispant ses traits. Puis la peur s'est installée derrière ses yeux, lourde et démasquée. Elle a essayé de s'accrocher à l'autorité qu'elle avait autrefois brandie, mais il ne restait rien pour l'ancrer. Elle a tenté de parler à nouveau, mais l'émotion a fracturé chaque son avant qu'il ne se forme. L'image sur laquelle elle comptait depuis des années polie, commandante, intouchable s'est effondrée en l'espace de quelques respirations. Monsieur Faure a mis fin à la réunion en rassemblant les documents et en offrant un bref hochement de tête respectueux dans ma direction. Il a ouvert la porte et est sorti, laissant Valérie et moi seuls dans la pièce. Je n'ai pas bougé immédiatement. Le silence entre nous s'est étiré, rempli de tout ce qu'elle n'avait jamais considéré possible. Elle me fixait, non avec colère, mais avec la réalisation naissante que le sol sur lequel elle se tenait n'avait jamais été aussi solide qu'elle le croyait. Je me suis levée de la chaise sans urgence et j'ai marché vers la sortie. Il n'y avait pas de dernier mot à échanger, pas d'explication à fournir, pas de clôture à offrir. La situation parlait d'elle-même, et les conséquences lui appartenaient à elle seule. Je suis retournée dans le hall, laissant le bureau derrière moi sans regarder en arrière. Dehors, l'air semblait immobile, ni triomphant ni lourd. Il ne portait que la clarté qui vient lorsque des schémas de longue date rencontrent leur fin naturelle. Mon téléphone a commencé à vibrer au moment où j'ai atteint le parking, un flux constant d'appels et de messages illuminant l'écran. Leur timing n'était pas surprenant, mais chaque notification confirmait quelque chose d'indéniable. L'impact de ce moment avait déjà commencé à voyager à travers ma famille bien avant que je choisisse de répondre. Les messages continuaient d'arriver bien après que la lumière du soleil se soit déplacée sur l'allée. Chaque alerte portait un nom différent, mais le motif derrière eux était le même. Urgence, panique et un désir soudain de renouer le contact. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'espace pour comprendre le calme se formant en moi. Un calme qui ne venait pas de la victoire, mais de la libération. En fin d'après-midi, ma mère a appelé à nouveau, sa voix laissant un message vocal rempli de tons anxieux. Elle a insisté pour que nous parlions en personne, insistant sur le fait que la situation avait dégénéré bien au-delà de tout ce qu'elle comprenait. Elle n'a pas mentionné Valérie directement, mais l'inquiétude dégoulinait de chaque mot. J'ai accepté une rencontre, non parce que j'espérais une résolution, mais parce que la clarté nécessitait parfois des témoins. Je lui ai donné une heure et je lui ai dit d'amener le reste de la famille. Quand le soir est arrivé, ils sont apparus chez moi, mes parents, Chloé et son mari Christophe. Ils se sont arrêtés au seuil de la porte, absorbant les détails comme si chacun d'eux réécrivait une histoire qu'ils se racontaient depuis des années. Personne n'a parlé en entrant. Leur silence n'était pas du respect. C'était de l'incertitude, le genre qui se forme lorsque les suppositions rencontrent la réalité. La table de la salle à manger portait un repas simple, arrangé avec intention mais sans extravagance. Nous nous sommes assis, l'air se resserrant autour de la forme des conversations attendant de se former. Mon père a été le premier à parler, son ton mesuré mais tendu. Il a demandé ma version de l'histoire, bien que la formulation portât une attente que je justifie mes décisions. Chloé bougeait à côté de lui, agitée sur son siège, son expression soigneusement arrangée. J'ai écouté, laissant chaque question s'installer avant de répondre. Puis j'ai tendu la main vers le dossier que j'avais placé au bout de la table. Il contenait des documents liés au patrimoine familial, des relevés bancaires, des factures et des enregistrements numériques qui décrivaient les transactions effectuées par Chloé au cours des 2 dernières années. Je les ai présentés sans embellissement, faisant glisser les papiers vers mon père. Il a hésité avant de se pencher pour examiner les détails. Ses yeux se sont plissés alors qu'il lisait les chiffres, puis les signatures, puis les écarts. La pièce s'est épaissie d'une attention que personne ne pouvait diluer. Chloé essayait de maintenir sa composition, mais ses mains la trahissaient, se serrant autour du bord de sa chaise. J'ai expliqué les découvertes simplement. L'argent des fonds familiaux avait été retiré par petits incréments, canalisé via un compte fournisseur fabriqué créé sous son nom. Le schéma était cohérent et délibéré.
La preuve ne laissait aucune place à l'interprétation. Christophe la regardait avec un mélange d'incrédulité et de reconnaissance naissante, son silence plus fort qu'une accusation. La voix de ma mère s'est brisée alors qu'elle essayait de parler, mais la réalité devant elle perturbait chaque tentative, elle s'accrochait à des explications qui ne tenaient plus, cherchant une version des événements qui pourrait adoucir l'impact. Mais la vérité s'asseyait entre nous avec un poids indéniable. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas exprimé de colère. J'ai seulement énoncé les faits, laissant les conséquences s'enraciner là où elles devaient être. Mon père a confronté Chloé avec un ton aiguisé par la déception plutôt que par la rage. Elle a tenté de se justifier, le stress, l'opportunité, les attentes injustes. Mais chaque tentative s'effilochait sous la clarté de la preuve. Elle avait pris ce qui n'était pas à elle, non par besoin, mais par sentiment de droit. Christophe s'est levé, s'éloignant de la table avec une lourdeur qui suggérait le début d'une fracture qu'il ne pouvait pas réparer. Ma mère a baissé la tête, la réalisation s'installant que la fille qu'elle défendait avec tant de ferveur cachait une histoire tout à fait différente. Quand le silence est devenu assez immobile pour tenir sa propre forme, j'ai prononcé les mots que je portais depuis des années. Je leur ai dit que je me retirais, non seulement du conflit, mais de la structure familiale qui ne m'avait défini que par ce que je pouvais fournir ou endurer. Je ne les blâmais pas. Le blâme nécessitait de l'attachement. Ce que je ressentais était de la distance, constante et finale. Mon père a tenté de négocier, exhortant à reconsidérer. Ma mère a plaidé pour la compréhension, insistant sur le fait que les familles réparent les dommages plutôt que de les abandonner. Mais leur supplication atteignait un endroit qui ne tenait plus aucune obligation. Je me suis levée, rassemblant le dossier et ma résolution. Je leur ai dit que la question des fonds serait traitée légalement, que la communication à l'avenir se ferait par des canaux formels. Ils pouvaient répondre ou non. Leur choix ne me liait plus. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte, non par cérémonie, mais pour clore le chapitre. Ils sont sortis dans la nuit avec des expressions façonnées par des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. Chloé évitait mon regard, portant le poids de l'exposition sans refuge restant. Quand la porte s'est fermée, une stabilité s'est installée dans la pièce. Ce n'était pas un triomphe. C'était la liberté. Le genre construit par la limite plutôt que par la représailles. Dans les jours qui ont suivi, les conséquences se sont déroulées selon leur propre calendrier. Chloé a fait face à une action disciplinaire sur son lieu de travail après que des auditeurs internes ont examiné son activité financière. Son mariage s'est tendu sous le poids de la divulgation. Mes parents ont pris du recul, incertains de la manière de naviguer dans une relation qui n'était plus définie par une loyauté inconditionnelle. Quant à moi, la clarté a trouvé de la place pour grandir. J'ai investi du temps dans un travail qui renforçait les programmes communautaires, des projets bâtis sur la confiance plutôt que sur l'attente. J'ai construit des liens avec des gens qui valorisaient la présence plutôt que la performance. Avec le recul, la leçon n'était pas sur la richesse ou le pouvoir. C'était sur le choix de l'intégrité plutôt que la proximité, la paix plutôt que le schéma habituel, et le respect de soi plutôt que l'obligation héritée. Parfois, le départ le plus nécessaire est celui fait sans colère, seulement avec compréhension. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle est restée avec vous, j'aimerais entendre vos pensées. Quels choix ont façonné les limites dans votre vie? N'hésitez pas à partager et si mon parcours a résonné en vous, envisagez de soutenir la chaîne.